Bitcoin à plus de 50 millions de dollars d'ici 2050, la croissance repart à toute vitesse aux États-Unis. Résultat de l'inflation cet après-midi. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, la dernière de la semaine, et une matinale assez dense avec pas mal de choses à dire, que ce soit d'un point de vue actu, d'un point de vue macroéconomique, mais aussi d'un point de vue purement technique sur les marchés. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez absolument tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence avec les actus du jour et la première dont je vous ai parlé à l'instant, ce sont effectivement les prévisions de Von Eck, donc l'un des plus gros fonds d'investissement américains pour 2050. Dans ce rapport, Von Eck propose 3 scénarios, un scénario pessimiste, un scénario intermédiaire et un scénario optimiste. Le scénario pessimiste, il envisage que Bitcoin ne dépasse pas les 130 000 dollars d'ici 2050. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Déjà, les 130 000 dollars, je pense que ce sont des niveaux qui seront largement dépassés au cours de ce bull run en 2025, enfin fin 2024-2025. On a ensuite un scénario intermédiaire qui table plutôt sur un Bitcoin à 2,9 millions de dollars d'ici 2050. Pour moi, ce scénario-là est plus logique et plus cohérent, plus pertinent et a plus de probabilité de se réaliser. Et enfin, un scénario optimiste qui vise et qui voit Bitcoin à plus de 50 millions de dollars dans les 30 prochaines années. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi ce troisième scénario, il est un petit peu trop optimiste justement, il est un petit peu trop présomptueux, mais attention. Si on prend en compte effectivement que l'économie américaine ralentirait fortement et donc que le dollar se dévaluerait fortement dans les prochaines décennies, effectivement, Bitcoin pourrait valoir autant. Mais en fait, il faut nuancer le propos en disant que effectivement, si le dollar ne vaut plus rien, probablement que le Bitcoin vaudra beaucoup plus à côté. Donc c'est évidemment cette information-là qu'il faut prendre en compte dans ce raisonnement. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et selon vous, à quel prix sera Bitcoin en 2050. C'est le moment de sortir un petit peu vos boules de cristal. On enchaîne avec une deuxième actualité qui concerne cette fois-ci les meme coins et notamment ceux qui ont été lancés par des célébrités. En effet, vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant, avec le retour de l'engouement autour du marché crypto et tout particulièrement des meme coins, on a un certain nombre de célébrités, de rappeurs, d'artistes, de chanteurs, de joueurs de foot, voilà, tout ce que vous voulez, même certains politiques, qui ont mis en place et qui ont lancé tout simplement des cryptos, des meme coins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les 30 meme coins, les 30 principaux meme coins qui ont été lancés par des célébrités, eh bien on est sur une perte moyenne de 94%. Et oui, ça fait mal un petit peu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui sont intéressées justement par ces tokens. Parce qu'ils voient peut-être pendant les premiers jours des performances intéressantes. Du coup, ils se disent « Oh ok, let's go, on va y aller. Le truc vient de faire plus de 200%. Je veux investir dessus pour ne pas louper l'opportunité. » Ça s'appelle du FOMO. Quand vous voyez un actif qui vient de faire une performance assez significative, c'est que l'opportunité, elle est passée. Vous n'allez pas aller acheter une maison, un appartement ou un bien immobilier quel qu'il soit, alors que le prix vient d'être multiplié par 2 ou par 3. Alors pourquoi sur les marchés, et notamment dans l'écosystème crypto, vous vous intéressez surtout à des valeurs qui viennent de faire des grosses performances? Ayez le raisonnement inverse. Concentrez-vous sur des valeurs intéressantes qui n'ont pas encore performé. Parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Tiens, je vais investir sur le Mother de Iggy Azalea parce que ça a l'air trop bien et le truc a fait plus 50% hier. » Le problème, c'est que derrière, ces cryptos sont de très mauvaise qualité et donc, elles s'écrasent totalement. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que derrière un projet crypto, il y a une célébrité que vous appréciez et que vous connaissez qui a lancé justement ce projet que la crypto, elle est bien, elle est de qualité. C'est pas du tout un gage justement de qualité et de sécurité. C'est très très important de comprendre ça. Donc faites attention sur les projets sur lesquels vous investissez. Si vous voulez vraiment investir sur les meme coins, trader les meme coins, allez le faire sur la blockchain Solana, sur des projets où effectivement il y a un petit peu plus de choses intéressantes à faire. Là pour moi c'est du vide intersidéral. Malheureusement, ces personnes-là, voilà, elles vont jamais avoir de retombées, on va jamais les critiquer, on va jamais leur dire que c'est des scammers, alors que c'est un peu le cas, très sincèrement. Enfin bref, on passe à la dernière actualité et cette fois-ci, elle est bonne,
c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle, puisqu'on a le maire de Jersey City, donc Stephen Fulop, qui a annoncé que la ville allait allouer à peu près 2% de son fonds de pension directement à des ETF spot Bitcoin. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que, au-delà du fait que Donald Trump est pro-crypto, ce qui est peut-être uniquement de l'opportunisme électoral et financier, eh bien, on voit qu'autour de lui, au sein du gouvernement, au sein de la Chambre des représentants, au sein du Congrès, au sein des États fédéraux, eh bien on a certaines personnes qui sont réellement pro-crypto et qui mettent en place des choses concrètes. D'accord? C'est le cas ici avec Stephen Fulop. On l'a vu il y a quelques jours avec la sénatrice Cynthia Lummis qui veut faire de Bitcoin, enfin qui veut intégrer Bitcoin aux réserves de monnaie stratégiques des États-Unis. On a des choses concrètes qui se passent. Et ça, c'est vraiment ultra positif pour la suite. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, on va pouvoir passer désormais au point macro du jour. Et pour ça, on va revenir sur la journée d'hier, puisque vous le savez, on avait les résultats de la croissance aux États-Unis avec le PIB sur le deuxième trimestre de l'année 2024. Les estimations avaient prévu effectivement une relance de la croissance. Le truc, c'est qu'elle a été beaucoup plus importante que ce que les estimations avaient prévu. Et oui, on a eu un chiffre du PIB à 2,8%, d'accord, alors que les estimations attendaient une hausse seulement à 2%. Ce qui était déjà une hausse significative par rapport au trimestre précédent où on avait été sur 1,4%. Alors, il y a deux manières d'interpréter ce résultat. Une manière positive, en se disant que, ok, ça montre que l'économie américaine, elle est résiliente, elle est forte, que la croissance repart, que les risques de récession sont à nouveau écartés. Et puis, il y a une deuxième manière de lire cette information, c'est en se disant, bah, le problème, c'est que si la croissance repart aussi vite, ça peut faire relancer aussi l'inflation. Le fait que la croissance et l'économie américaine restent fortes, c'est pas quelque chose aussi qui va inciter la Fed à baisser ses taux très rapidement. Jérôme Powell l'a déjà très bien expliqué plusieurs fois. Si la Fed, elle voit que l'économie américaine, elle reste forte malgré des taux d'intérêt directeurs élevés, bah, la Fed dispose d'une marge de manœuvre assez importante qui lui permet de dire, bah écoutez, vu que tout se passe bien, bah on va laisser les taux encore élevés un bon moment. Et puis, de toute façon, on va avoir des réponses dès cet après-midi. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait un troisième point sur la lecture justement d'un point de vue inflationniste de ce résultat. J'ai oublié, donc j'ai dit... Ouais, bon, bah c'est pas grave. J'ai oublié le troisième point que je voulais dire, mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a vraiment deux lectures possibles de ce résultat. C'est très très important de le comprendre. Et donc ça peut avoir des répercussions un petit peu, si vous voulez, divergentes sur les marchés, entre le dollar, entre les indices, etc., etc. Alors je vous le disais justement cet après-midi, on va avoir des résultats déjà un petit peu plus précis concernant spécifiquement l'inflation. Le problème, c'est que là aussi, on a deux résultats qui vont être un petit peu divergents. Pourquoi? Puisque si on regarde le résultat des PCE sur le glissement annuel, on s'attend à une petite baisse de 0,1 point. Par contre, si on regarde sur le glissement mensuel, alors là, cette fois-ci, on s'attend à une petite hausse de 0,1 point. Donc ça va être très intéressant de voir cet après-midi. Est-ce que déjà les résultats publiés vont être conformes aux estimations? Oui, non, stable, on verra. Et est-ce que, bah justement, enfin, comment les marchés vont réagir? Alors, ce qu'il faut comprendre, comme la plupart du temps, c'est que globalement, si on a des résultats qui montrent que l'inflation repart à la hausse, on devrait plutôt avoir une hausse du dollar et un repli, en tout cas une pression sur les classes d'actifs risqués. A l'inverse, si on voit des chiffres de l'inflation encourageants, donc qui ralentissent, ça devrait permettre au dollar de se replier et ce qui devrait laisser plus de place et plus d'air aux risk-on, donc les actions, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies, etc., etc. Voilà donc pour la partie macroéconomique. On va désormais pouvoir se pencher un peu plus spécifiquement du coup techniquement sur les marchés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez que globalement on a eu une très belle semaine la semaine dernière. Cette semaine elle est plutôt pas mal aussi, même s'il y a eu quelques pertes qu'on n'avait pas eu la semaine dernière. En tout cas moi je suis repassé à l'achat sur le Nasdaq. D'accord, qui a très très bien réagi dans sa zone d'OTE, sur une zone de support où il y avait de la FVG à récupérer en 4 heures. Très très belle réaction du Nasdaq depuis. Contrairement au S&P 500 qui pour moi est beaucoup plus faible, qui lui n'a pas réussi à réintégrer la structure. Pour le moment il a été rejeté sur ce niveau et on a même fait une belle englobante baissière hier, donc on va voir, d'accord. Pour le moment, pour moi le S&P est un petit peu en dessous du Nas, d'ailleurs il est aussi clairement en dessous du Russell 2000, hein. Si vous regardez, si vous faites une comparaison des performances entre le Russell 2000, donc sur les petites capitalisations US et le S&P 500, vous vous rendez compte que depuis plusieurs semaines, le Russell surperforme largement le S&P. Du côté
de l'Europe, le CAC 40, on est toujours en train de le vendre. Il nous a fait une belle journée baissière hier. Et aujourd'hui, il tente de réintégrer son range. Alors attention, parce que ça pourrait un petit peu changer la situation. Range, déviation barre le bas, réintégration, ça peut très rapidement nous ramener vers les 7730 points, voire peut-être même un petit peu plus haut. Peut-être qu'on a eu un bottom sur le CAC. Personnellement, pour le moment, j'y crois pas trop, ça me paraît un petit peu ambitieux, mais il va falloir surveiller ce setup, ce pattern qui est extrêmement efficace et extrêmement intéressant. D'accord ? Et puis on a eu aussi pas mal de mouvements du côté du FTSE, donc l'indice britannique, qui est venu chercher parfaitement la zone qu'on attendait depuis un moment, à savoir les 0,5 de Fibo. D'accord ? Donc on est venu faire une déviation en dessous. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'opportunité de se positionner puisque à la réintégration, boum, vous voyez, ça a été explosif. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est un petit retest justement du bas de cette structure pour ensuite passer à l'achat. J'ai pas eu l'occasion de le faire, j'ai pas eu toutes les confirmations que je voulais, donc c'est pas grave. Je mets ce trade de côté et puis on attendra une prochaine opportunité. Mais en tout cas, très intéressant ce que fait le FTSE avec cette déviation. Maintenant, on va s'attaquer à cette zone de polarité. Si on est capable de la passer, alors ça pourrait nous proposer de très très belles choses. Sachant qu'au Royaume-Uni, on a quand même une situation économique qui est en train de s'améliorer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant. Donc voilà, ça peut vous donner des petites idées, même si évidemment je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Du côté des matières premières, pas de changement. Le gold nous a fait un petit repli en milieu de semaine. Il a continué sa tendance baissière. Je pense qu'on peut avoir un scénario similaire aujourd'hui avec un petit rebond vers les 2400 points avant d'aller chercher notre TP final à 2347-2348. D'accord ? Après, bien évidemment, il faudra faire attention puisque ça dépendra aussi de la situation du dollar, dont on va parler juste après. Et sur le pétrole, très très belle réaction. Il a mis un petit peu de temps à démarrer sur notre prix d'entrée, le pétrole, mais là ça y est, il a réintégré sa structure en 4 heures. Donc là, je m'attends à un petit retest sur les 77,5 avant d'aller chercher de la continuation haussière. Voilà pour les commodities. Et donc je vous le disais, le dollar qu'on va surveiller particulièrement aujourd'hui au vu des données macroéconomiques qui nous attendent. Globalement, on a quand même eu une déviation sous cette zone de polarité avec une réintégration retest. Donc j'ai naturellement plutôt une réflexion haussière d'un point de vue purement price action. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue price action, on devrait plutôt se diriger vers le haut du range. Mais attention, les données fondamentales et macroéconomiques peuvent, en fonction de ce qui sera publié, ramener le dollar sous cette zone de polarité et donc réactiver la target des 102 points. Ça, on aura la réponse cet après-midi, les amis. On va terminer avec un petit point sur les crypto-monnaies, désormais les amis, en commençant par jeter un coup d'œil du côté des ETF spot Bitcoin qui ont enregistré à nouveau des entrées nettes sur les derniers jours, même si ça s'est un petit peu calmé par rapport à ce qu'on avait eu semaine dernière et début de semaine. C'est principalement dû au fait qu'il y a eu le lancement des ETF spot Ethereum, donc je pense que l'intérêt s'est un petit peu déporté justement sur ces nouveaux actifs. Alors attention aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs milliards d'options qui expirent sur Bitcoin avec un max pain price à 63 000 $, ok, attention. Mais on a des données assez contradictoires aujourd'hui sur Bitcoin parce que d'un côté on a ces données là qui sont plutôt baissières, d'un autre côté on en a d'autres qui sont plutôt haussières. Effectivement, si on regarde le comportement de l'open interest et des funding, ce qu'on peut interpréter, c'est qu'il y a une majorité de positions qui sont ouvertes plutôt à la vente en ce moment. Et donc, ce qui pourrait tout simplement permettre au prix de continuer de monter, puisqu'on viendrait du coup liquider toutes les personnes qui essayent de vendre et entraîner une cascade de liquidation vers le haut. En plus de ça, on est très très bien protégé par des zones d'ordre importantes plus bas. C'est d'ailleurs sur ces niveaux qu'on a très bien réagi en milieu de semaine, donc aux alentours des 63 500 $. Donc il va falloir être très très prudent sur cette fin de semaine. Je ne vais pas personnellement prendre trop de risques. D'accord. Hier après-midi, j'avais eu une superbe idée sur Bitcoin. Malheureusement, mon exécution n'a pas été parfaite. J'ai travaillé avec un stop loss qui a été un petit peu trop serré. Et du coup, je me suis fait sortir alors que le mouvement derrière était vraiment magnifique. Donc voilà, ça fait partie du jeu et c'est pour ça que je vous explique toujours que avoir une bonne idée, c'est bien. Avoir une bonne analyse, c'est bien. Mais il faut savoir la passer à exécution de la bonne manière. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, là, voilà, la petite erreur que j'ai pu faire sur ce trade, c'est d'avoir voulu jouer un peu trop la sécurité, travailler avec un stop loss un petit peu trop serré. Voilà, ça fait partie du jeu, ça me fait une petite piqûre de rappel. Et je me suis noté ça pour la semaine prochaine, de faire attention à me laisser un petit peu plus de marge, ce que je fais d'habitude d'ailleurs, sur mes prises de position.
D'accord? Alors, petit point ce matin sur Ether à nouveau, sur lequel vous savez qu'on a un sell the news depuis le listing des ETF. Ce qui est problématique, c'est que face à BTC, Ether est en train de reperdre beaucoup de force. Et vous le voyez par rapport à cette zone de polarité weekly sur la paire Ethereum-BTC, c'est pas très très beau à voir et malheureusement, ça pourrait empêcher Ether de réaliser de belles performances dans les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu le marché, en ce moment, c'est plutôt Solana qui profite des belles performances de BTC plutôt qu'Ether. On a donc Solana qui est en train de devancer Ethereum en termes de dynamisme, en termes de performance. Là, vous voyez, il est passé au-dessus de ce niveau de résistance, il l'a parfaitement retesté et il rebondit de manière chirurgicale dessus. Maintenant, pour vous donner un scénario un petit peu plus précis sur Ether, je pense que là, on a un petit repli, un petit rebond qui pourrait se prolonger encore un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même, dans un second temps, alors attendez, je vais vous redessiner carrément ce que je prévois, mais dans un second temps, ça serait quand même d'aller chercher cette zone-là, la liquidité dans la zone d'OTE, avant de repartir à la hausse. Bien évidemment, toutes mes positions, toutes mes analyses, je vous ai partagé de manière détaillée, approfondie et professionnelle dans le serveur Discord. Si vous voulez être au courant aussi en temps réel des positions que j'ouvre, que je ferme, de ma stratégie, etc., eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Cet après-midi, on se retrouvera en live à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une très très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.